Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 20 mai 2021. Au sommaire de cette émission, le journaliste Olivier Dubois a été enlevé au Mali par un groupe djihadiste début avril. On en parle avec notre invité Anthony Fouchard, ancien correspondant de RFI dans la région. Et puis cette question, faut-il légaliser le cannabis? Question éternelle, ça dure depuis des décennies. Non, plus que jamais, répond le gouvernement qui poursuit dans une logique répressive, longue tradition française de répression. Une impasse, selon la députée de la majorité Caroline Janvier, co-autrice d'un rapport de l'Assemblée nationale. Elle préconise une légalisation encadrée. Bienvenue, c'est à l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Alors qu'il enquêtait à Gao, au Mali, le journaliste français Olivier Dubois, collaborateur de Libération et du Point Afrique, a été enlevé le 8 avril, il y a quelques jours. Après des semaines sans nouvelles de lui, Olivier Dubois est apparu sur une vidéo où il dit être aux mains du groupe de soutien de l'islam et des musulmans, une branche locale d'Al-Qaïda, et appelle à l'aide sa famille, ses amis et les autorités françaises. Le parquet national antiterroriste a ouvert le 5 mai une enquête préliminaire pour enlèvement en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste. La France compte donc à nouveau un otage au Mali, où elle mène depuis des années, vous le savez, l'opération Barkhane contre les groupes djihadistes. Bonjour Anthony Fouchard. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, ancien correspondant au Mali de RFI, de France 24. Vous connaissez bien Olivier Dubois. Première question, simple, est-ce qu'on sait comment il va, où il se trouve? Est-ce qu'on n'a pas d'informations? Non, personne n'a de nouvelles d'Olivier Dubois. Les dernières informations, c'est cette vidéo de revendication, à peine une minute, dans laquelle il dit être aux mains de ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, donc la plus vaste coalition djihadiste au Sahel. Et à part ces nouvelles, eh bien, il n'y a absolument rien depuis le 8 avril, la date de son enlèvement. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de cet enlèvement? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il travaillait, il allait à Gao dans le cadre d'un reportage pour rencontrer un cadre de ce fameux groupe, donc un cadre du GSIM. Et c'est à cette occasion-là qu'il a été enlevé dans des circonstances qui sont plus ou moins bien définies. En tout cas, les intermédiaires le sont, les minutes qui suivent son enlèvement le sont aussi. Puis ensuite, bien, il a disparu dans la nature, comme a pu l'être d'ailleurs Sophie Petronin à l'époque également. Alors justement, voilà, là où c'est particulièrement intéressant, c'est qu'en même temps, aujourd'hui, en fait, vous publiez ce livre aux éditions Les Arènes, Il suffit d'un espoir, un livre sur la captivité donc de cette femme, Sophie Petronin, une travailleuse humanitaire de 75 ans, enlevée à Gao, elle aussi, c'était en 2016, prisonnière pendant 3 ans et 9 mois, quasiment 4 ans, de groupe djihadiste au Mali. Sophie Petronin, qui a été libérée le 8 octobre 2020. On se rappelle de cette vidéo émouvante, de ses retrouvailles avec son fils. Maman! 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 Captivité de Sophie Petronin, dont vous nous aviez d'ailleurs dévoilé quasiment en premier les coulisses, Anthony, 3 jours après sa libération sur Mediapart. Et dans votre livre, c'est là où c'est particulièrement intéressant, que le lien se fait avec Olivier Dubois. Vous parlez d'un homme que vous appelez l'infirmier, je crois, un intermédiaire avec qui la famille Petronin s'est trouvée en contact à un moment et que l'on retrouve lié à l'enlèvement d'Olivier Dubois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, cette histoire, elle est assez extraordinaire. C'est un des volets de l'histoire Petronin. Donc l'infirmier qui est anonymisé, c'était ce qu'on avait décidé de faire avec Olivier, puisque ce livre, c'est quand même quelques mois de travail. Donc comme cet infirmier était une des sources principales d'Olivier dans la région, il a été décidé de l'anonymiser dans le livre, tout comme il a été anonymisé par Olivier lorsqu'il raconte cet épisode pour les différents médias pour lesquels il travaillait. Là où c'est passionnant, c'est que maintenant tout le monde connaît son identité à ce personnage. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Souleymane Agrili et il travaille en tout cas effectivement en tant qu'infirmier dans plusieurs centres de santé de la région d'Ansongo, Talatay, donc au nord du Mali. Et lors de l'affaire Petronin, il a participé à l'organisation d'une réunion entre le fils de Sophie, donc Sébastien, et Sophie Petronin. Cette réunion, elle n'a jamais eu lieu, mais par contre, quand Sophie est sortie, on a eu la preuve que l'argent qui avait été envoyé par Sébastien pour aller à la rencontre de sa mère, l'argent demandé par les djihadistes, que la preuve de vie demandée en échange de cet argent par son fils, tout ça avait été réalisé et Sophie est même revenue avec l'argent, c'est-à-dire que ses ravisseurs, comme la rencontre n'a pas eu lieu, lui ont remis les 1 500 € que Sébastien avait envoyés en lui disant tiens, ton fils n'a pas pu venir, nous on va rien faire de ça, on te le rend, et elle est revenue avec en Suisse. Et le dénominateur commun de l'enlèvement d'Olivier et de cette histoire, c'est ce Souleymane Agrili
Aghrilli, qui donc a prouvé qu'il avait les capacités d'entrer en contact avec des cadres djihadistes. Il a prouvé sa capacité de source, en tout cas. Et dans l'affaire d'Olivier, c'est lui qui traduit les échanges de lettres et qui organise le rendez-vous avec le présumé ravisseur d'Olivier, donc ce cadre du GSIM. Et donc, quelle hypothèse on peut formuler raisonnablement ? C'est difficile. Est-ce que Souleymane Aghrilli a été piégé ? A-t-il volontairement piégé Olivier ? Ça, j'imagine que l'État français enquête sur cette histoire. En tout cas, les Maliens le font, puisqu'il y a des enquêtes ouvertes des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est que ce personnage, il est trouble et surtout, il est connu des services français, puisqu'en 2019, il a été arrêté dans le cadre de cette affaire Petronin, arrêté, interrogé. Et moi, j'ai plusieurs sources dans le livre qui confirment que les Français ont essayé d'en faire un agent double et de le retourner, c'est-à-dire d'en faire une source à l'intérieur de ce groupe djihadiste pour qu'il puisse donner des informations et que ça n'a pas pu parvenir jusqu'au bout et qu'en plus de ça, cette démarche a été découverte par le groupe armé terroriste, par le GSIM, et donc Souleymane a été doublement grillé, puisque c'est comme ça qu'on le dit, et par les Français et par le GSIM. Donc il ne sort pas de nulle part et c'est ce qui est d'autant plus incompréhensible dans cette histoire. Alors, dans votre livre, ce récit de la captivité de Sophie Petronin, au-delà de l'histoire de cette femme assez hors du commun, on découvre l'incroyable logistique mise en œuvre par les djihadistes dans la détention d'otages. Une mécanique, vous le racontez, extrêmement huilée, avec aussi énormément de moyens humains, technologiques. Expliquez-nous. Sophie, elle explique quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'elle a été gardée presque 4 ans. Et pendant 4 ans, elle a eu 6 gardiens par mois. Et elle n'a jamais revu les mêmes gardiens. C'est-à-dire que si vous faites un calcul simple, elle a été gardée par plus de 300 personnes différentes. Ouais, c'est considérable. C'est considérable. Il faut bien se rendre compte que ces groupes, c'est pas simplement des mecs sur des chameaux, la fleur au fusil, qui se disent on va prendre des otages et on va les garder au milieu du désert. Tout autour de ces gens, il y a une différente petite strate, une hiérarchie vraiment très très claire, méthodique, organisée, qui s'occupe du ravitaillement, qui s'occupe des consignes. Chaque otage a des consignes particulières qui sont écrites dans des petits cahiers. Ces cahiers transitent via des intermédiaires. Et d'ailleurs, les services français en ont récupéré plusieurs dans des campements abandonnés où ils voient Sophie Petronin, 4 pots de confiture, Gloria Cecilia Argotti, qui est une otage colombienne, toujours détenue d'ailleurs dans le désert, 3 pots de miel plus un savon, toutes les fournitures, tout ce qui est acheminé sur les camps est quantifié, noté, prédéterminé pour certaines. Avec aussi des déplacements de camp en camp, des systèmes de GPS, racontez-nous un peu. Oui, ça c'est quelque chose aussi qui a été découvert par les services français au moment de l'arrestation du chef des gardes, Abou Darda al-Chinguetti, qui est arrêté en 2019 avec une dizaine de GPS dans ses sacs à dos, dans ses poches. Et dans ces GPS, il y a des milliers de points, donc des milliers de petites géolocalisations qui s'étendent sur tout le Sahel, Mauritanie, Niger, jusqu'au Burkina et au Mali, évidemment. Et tous ces points s'avèrent être des emplacements de puits. Et lui, lors de son interrogatoire, dit c'est les lieux par lesquels, en tout cas, les otages vont transiter ou ont transité. Et moi, mon rôle, c'est de les emmener au prochain camp parce qu'on met à jour la liste, en fait. Et donc là, les Français, à ce moment-là, prennent ces GPS, extraient les données, mais c'est des données, comme je vous dis, par milliers, des points de géolocalisation. Il faut quand même un sacré coup de chance pour tomber sur le bon camp, mais ça vous donne une idée de la logistique qui est mise en place autour de ça. Et dans ce livre, Anthony Fouchard, on apprend aussi qu'un des ravisseurs de Sophie Petronin aurait été arrêté dans un premier temps, puis relâché par la France. Oui, moi j'ai pu consulter des documents classifiés de ces interrogatoires, de ces comptes rendus d'interrogatoires. La France, il y a eu 3 ravisseurs pour Sophie Petronin, un commando de 3 personnes qui l'ont kidnappée le 24 décembre 2016. Il y en a 2 qui ont été tués par l'armée française lors de différentes opérations et il y en a un qui a été arrêté. Alors ils ne l'ont pas arrêté parce que c'était le ravisseur de Sophie Petronin, il s'avère juste que pendant son interrogatoire, il y a une petite base à Gao, la base principale française qu'on appelle le château, c'est l'endroit où se mènent les interrogatoires, et il avoue, tout simplement. Il y a une vidéo de revendication de Sophie Petronin qui tombe à ce moment-là, et les enquêteurs s'en servent et lui disent « Et ça, qu'est-ce que t'en dis ?» Et là, le mec se décompose et avoue, en fait, avoir participé à l'enlèvement, avoue également avoir participé et façonné, c'était un artificier, on appelle ça, c'est-à-dire il fabrique les bombes, les engins explosifs improvisés ou non. Et donc, il avoue comme ça toute une suite d'attentats et de réalisations. Et parmi tout ça, oui, Sophie, il raconte le détail. Et malgré ça, il est relâché.
Et c'est là où ça devient extraordinaire, c'est qu'au bout de 21 jours d'interrogatoire, et là ça pose aussi beaucoup de questions, dans quelles conditions sont réalisés ces interrogatoires, voilà, c'est encore un autre débat, mais il est décidé de le remettre aux autorités maliennes. C'est-à-dire on le remet, il va en prison au Mali. Le parquet national antiterroriste français m'a confirmé n'avoir jamais été mis au courant ni de la mort des 2 autres ravisseurs, ni de l'arrestation de celui qui est vivant. Et ensuite, les Maliens le relâchent. Lors de la libération de Sophie Petronin, il y a ces 2 millions d'euros versés pour Soumaïla Cissé et 200 et quelques prisonniers. Et parmi ces prisonniers, bien le ravisseur de Sophie, qui est maintenant à nouveau dans la nature, avec des compétences extraordinaires, je vous l'ai dit, en fabrication de bombes artisanales. Sophie Petronin, il a fallu 4 ans, quasiment, pour qu'elle soit libérée. On espère évidemment de tout cœur que ce sera beaucoup moins pour Olivier Dubois. Mais que fait la France pour retrouver cet otage aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour retrouver aussi Sophie Petronin ? Et pourquoi ça dure si longtemps ? Est-ce qu'en raison de cette organisation très bien huilée, est-ce que la France sait faire ça ? Alors, je ne pourrais pas vous dire ce que fait la France pour retrouver Olivier Dubois, parce que j'en sais rien. Ce qu'a fait la France pour retrouver Sophie Petronin, c'est dans un premier temps de missionner son fils. C'est-à-dire qu'elle a payé des déplacements à son fils, elle lui a facilité les rendez-vous dans les ambassades, et elle l'a missionné, officieusement certes, mais en assumant, quand il fallait le faire, que c'était lui qui allait à la rencontre des ravisseurs. Et c'est quand même inédit dans une histoire ou dans une affaire d'otage. Ensuite, si l'affaire Petronin s'est finie de la bonne manière, c'est parce que le gouvernement malien l'a voulu et pas la France. D'accord. Pendant 4 ans, ils ont d'abord plus ou moins officiellement soutenu Sébastien, puis lorsqu'il y a eu cette demande de rançon, inédite encore une fois, le fils de l'otage qui apporte sur la table le montant demandé par les ravisseurs, moins de 500 000 euros. Donc c'est quand même... Les otages d'Arlit, c'était 20 millions, pour rappel. Là, il décide, non, on arrête tout. Et à partir de là, Sébastien continue tout seul. Et l'État français refuse de se saisir des intermédiaires qu'il a trouvés. Et en fait, le problème, il est là. Il réside dans une volonté de négocier ou pas avec des gens que Barkhane combat, notamment Yad Akrali, donc, qui est le chef de ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les Maliens le veulent, et l'ont dit, dès 2017, ont engagé des pourparlers. Il faut négocier avec ces gens, c'est ce que disent les Maliens. Il faut négocier, puis c'est presque la seule solution. En tout cas, c'est le postulat qu'ils défendent, et c'est surtout ce qui a été prouvé dernièrement, puisque Soumaïla Cissé, c'est un ancien homme politique malien qui a été libéré en même temps que Sophie Petronin et 2 otages italiens, a été libéré grâce à cette médiation malienne et grâce à cette discussion avec les groupes djihadistes, et pas grâce à une action française. Merci Anthony Fouchard. On retrouve votre livre dans toutes les bonnes librairies à partir d'aujourd'hui. Il suffit d'un espoir, publié aux éditions Les Arènes. J'accueille désormais la députée LREM Caroline Janvier. Bonjour Caroline Janvier. Bonjour. Vous êtes députée LREM de la majorité donc du Loiret et une des rapporteurs d'une mission d'information sur, je cite, la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Elle a été créée en janvier 2020. Elle a rendu compte de son travail il y a quelques jours, le 5 mai, mission présidée par un élu du parti Les Républicains, Robin Reda. Vous avez abordé les questions du cannabis thérapeutique, du cannabidiol, autrement dit le CBD, le cannabis sans effet stupéfiant, et le cannabis récréatif. Et dans ce rapport, vous écrivez collégialement, c'est un rapport de plusieurs parlementaires, la politique répressive française coûte cher, elle mobilise à l'excès les forces de l'ordre sans pour autant contribuer, même de manière marginale, à la résorption de l'usage et du trafic de cannabis. Et vous écrivez que la guerre contre les drogues, dans laquelle est engagé le gouvernement, est condamnée à échouer, comme les précédentes. Des propos assez clairs. Ce rapport, il propose aussi une, je cite, sortie de la prohibition. Et vous, avec d'autres dans cette mission, plaidez pour une légalisation encadrée. Caroline Janvier, députée de la majorité, en quelques mots, pourquoi faut-il légaliser ? Eh bien parce que, comme on le dit dans ce rapport, la prohibition qu'on a mise en place il y a maintenant 50 ans ne fonctionne pas. Pourquoi ? Eh bien parce que les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe, que cette consommation continue à augmenter. 5 millions de consommateurs, selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. On a presque 1 million de consommateurs quotidiens qui consomment tous les jours, 4 à 5 millions occasionnels, et près d'un Français sur 2 qui dit avoir déjà expérimenté le cannabis. Donc on voit qu'on a une politique publique parmi les plus répressives. On a des peines de prison qui sont prévues pour la consommation de cannabis. Et malgré ça, on voit bien qu'on est en haut du podium sur la consommation, que ça continue d'augmenter, et que surtout, on a des jeunes qui consomment beaucoup, puisqu'on a un taux de consommation chez les jeunes 2 fois plus important que la moyenne européenne.
Et pourquoi vous dites dans ce contexte, alors justement, il faut légaliser? Parce que tout le discours est de dire, y compris dans le gouvernement, on va y revenir, tout le discours est de dire, au contraire, plus la consommation augmente, plus ça augmente les trafics, plus ça augmente la violence. C'est tout le discours actuellement qu'on entend beaucoup. Et donc, justement, il faut être encore plus répressif. Bien, d'une part, parce qu'on voit bien que le tout répressif, c'est-à-dire la seule réponse de la part de la puissance publique de dire c'est dangereux, donc c'est interdit, et à partir de là, il ne se passe plus rien, ça ne fonctionne pas. Et on peut faire le parallèle avec l'alcool, qui est, comme on le montre dans ce rapport, à la fois plus dangereux et plus addictif que le cannabis, ce qui ne veut pas dire que le cannabis n'est pas dangereux, hein. Il l'est notamment pour les moins de 25 ans. Et bien, pour une substance comme l'alcool, on a depuis longtemps considéré qu'on pouvait mieux protéger les consommateurs et éviter des problèmes liés au trafic et donc à la criminalité associée, en légalisant et finalement en laissant l'État réguler, contrôler, encadrer la production, la distribution et même la consommation. Donc on voit que ce n'est pas en fait le fait même de l'interdire n'est pas une réponse qui fonctionne, puisque par ailleurs les pays qui ont légalisé ou qui ont dépénalisé ont réussi à faire baisser la consommation des jeunes. On le voit au Canada, ont réussi à améliorer la qualité des produits consommés et on réussit finalement à reprendre le contrôle. Il faut que vous nous expliquiez, vous êtes élu de cette majorité, le gouvernement n'est pas du tout, mais pas du tout sur cette ligne. Le Premier ministre Jean Castex vient d'annoncer la généralisation nouvelle, en plus de toutes les peines dont vous avez parlé, d'une amende forfaitaire de 200 € à tout le territoire. Gérald Darmanin encourage la police, on le sait, le ministre de l'Intérieur, à afficher les prises de cannabis, même toutes petites. On a souvent ces images dans une main de policiers de quelques têtes de cannabis sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas du tout l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement? Et surtout, pourquoi, pour vous, ce que le gouvernement prône en ce moment, c'est voué à l'échec? D'une part, parce que je ne vois pas pourquoi, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, on réussira à atteindre ce qu'on a échoué à atteindre depuis 50 ans. Et on a vu, on montre aussi qu'on a augmenté les sanctions et la répression de la consommation par rapport au trafic, et que ça ne fonctionne pas. Donc en fait, quel que soit l'endroit où l'on agit, ça ne fonctionne pas. On sait également qu'un trafic, quand il est démantelé, dans les heures qui suivent, dans 24 heures maximum, eh bien, il est reconstitué. Donc, la seule chose qu'on peut dire à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire à la place de parlementaire, notre rôle à nous, il est d'évaluer ce qui est fait en matière de politique publique et de faire des propositions. On a travaillé plus d'1 an sur ce sujet-là, et vraiment, quand donc il se trompe. Oui, donc ce que l'on dit, c'est qu'en effet, ça n'est pas la solution et que ça ne permettra pas d'améliorer la sécurité, d'améliorer la santé publique, de faire baisser la consommation. Et je voudrais juste être bien clair sur quelque chose. Légaliser ne veut pas dire promouvoir ou banaliser. Légaliser, ça veut dire encadrer, réguler, mais ça veut finalement prendre ce qui est aujourd'hui géré par des dealers, par des réseaux criminels, et le confier à l'État. Ça peut d'ailleurs s'accompagner de plus de répression. Au Canada, par exemple, vous avez des peines de 14 ans de prison lorsque vous vendez du cannabis à des mineurs. Donc on voit bien qu'on peut... Mais c'est-à-dire qu'on va, quelque part, sanctionner, réprimer au bon endroit et avec les bons outils. Dans votre rapport, vous évoquez souvent ce terme de guerre aux drogues du gouvernement, terme assumé totalement par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. On écoute. Nous faisons la guerre contre la drogue. La lutte contre les trafics de stupéfiants partout sur le territoire national s'apparente à une guerre. Alors, on est allé rechercher l'histoire de ce terme et on s'est aperçu que c'est à peu près le décalque de la guerre aux drogues, War on Drugs, menée par les administrations républicaines aux États-Unis depuis les années 70. Le premier à lancer l'offensive contre les drogues outre-Atlantique, c'était le président Richard Nixon. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. La drogue obsède ses successeurs. Ronald Reagan d'abord. I believe this program will prove to be a highly effective attack on drug trafficking and the even larger problem of organized crime. We intend to do what is necessary to end the drug menace and cripple organized crime. Et puis George Bush père qui lui consacre l'expression. We've already transformed the national attitude of tolerance into one of condemnation. But the war on drugs will be hard won, neighborhood by neighborhood, block by block, child by child.
Et ce n'est pas la seule similarité entre le discours de l'ancien président américain George Bush, très, très conservateur, et de l'actuel ministre de l'Intérieur français. Il y a aussi la responsabilisation, on pourrait même dire la culpabilisation des consommateurs. Who's responsible? Let me tell you straight out. Everyone who uses drugs. Some used to call drugs harmless recreation. They're not. Parce que fumer son petit joint de son côté, ça peut apparaître récréatif ou sympathique dans les beaux quartiers de l'île. À la fin des fins, c'est quand même du crime organisé, du financement du terrorisme, de la traite d'êtres humains. Caroline Janvier, députée LREM, Gérald Darmanin et George Bush, même combat. C'est les mêmes mots. C'est au ministre de l'Intérieur qu'il faut poser cette question. Moi, si vous voulez, voilà. Ce sont les mêmes mots. En effet, je le constate tout à fait. Et je crois qu'on a vu ce que ça a donné aux États-Unis par ailleurs. Quand on voit que plus récemment, le Mexique, dont on connaît, les effets, quasiment de guerre civile. Je crois qu'on parle de 100 000 morts qui sont liés à la guerre contre la drogue, au cartel, aux rivalités même entre organisations rivales. Et aujourd'hui, ils sont en train d'envisager justement de légaliser pour sortir de cette approche-là. On sait que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, historiquement, scientifiquement, toutes les données, toutes les expertises vous montrent que ça ne fonctionne pas et qu'il y a un principe de réalité. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de tonnes de cannabis qui sont consommées chaque année. Il y a une demande, des beaux quartiers comme des quartiers plus en difficulté. On sait que ça pénalise en priorité le quotidien des gens qui habitent dans les quartiers où il y a des trafics. On sait que ça ne permet pas de protéger les jeunes et notamment les moins de 25 ans. Donc voilà, nous ce qu'on propose, c'est une approche pragmatique. Ce sont des solutions qui fonctionnent par ailleurs. Et ensuite, voilà, on a un rapport qui je crois, permet d'éclairer ce débat, mais voilà. On ne peut pas faire plus que ce qui correspond à notre, je dirais, mandat de parlementaire. Emmanuel Macron, en 2016, dans son livre Révolution, il disait qu'il faut étudier la légalisation sous certaines conditions. Et puis en 2017, pendant la campagne présidentielle, c'était déjà plus tout à fait clair. On en a fait l'expérience ici à Mediapart où le discours avait changé en quelques mois quand on l'avait reçu. Aujourd'hui, ce qu'il dit, il faut lancer un grand débat national sur la consommation de drogue, mais ça ne va pas dans le sens de ce que vous proposez, parce que vous aussi, vous proposez dans votre rapport un grand débat national. Lui, il dit, non, les trafics de stupéfiants explosent, ils forment la matrice économique de la violence dans notre pays. Les éradiquer par tous les moyens est devenu la mère des batailles. On retrouve le même discours de guerre contre la drogue. Comment vous expliquez cette évolution ? Encore une fois, c'est pas à moi de vous répondre. Et vous êtes député de cette majorité. Oui, mais... Vous avez plutôt été élu sur la base de ce que disait Macron dans sa campagne présidentielle. Alors, sauf que figurait déjà au programme la question de l'amende forfaitaire délictuelle. FD, qui a été en effet expérimentée, puis généralisée, et qui était une réponse, je dirais, pour le coup... assez pragmatique aux troubles d'ordre public et autant, nous on comptabilise dans notre rapport, on parle d'1 million d'heures par an, autant consacrées par les forces de l'ordre pour lutter contre la consommation et le trafic. Donc il ne figurait pas au programme pour le coup d'En Marche, la légalisation. Caroline Janvier, on s'est un peu plongé dans les archives à nouveau, en France cette fois, et on s'est aperçu, franchement, que ces discussions en France, ça tourne quand même globalement en rond. Toujours un peu le même film. Dès que la légalisation du cannabis en France est évoquée, eh bien, ça se termine en général en queue de poisson. 3 exemples. 1997, un rapport de l'Institut de recherche épidémiologique et pharmacodépendance révèle que les consommateurs de drogue douce, cannabis et hashish ne sont pas dépendants et que la consommation ne modifie pas globalement le comportement social. Dominique Voynet, alors ministre de l'Environnement du gouvernement Jospin, jette un pavé dans la mare dans Charlie Hebdo avant de s'expliquer. Je n'encourage pas à l'usage de drogue en général. Je souhaite que la France mène ce débat, comme d'autres pays européens l'ont mené. La ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, embraye. C'est pas un drame de fumer un joint. Réponse du président d'alors, Jacques Chirac. On s'aperçoit que la consommation de drogue augmente actuellement dans le monde, et de drogue douce qui conduisent inévitablement à la drogue dure. Aujourd'hui, je crois que tout le monde, enfin les gens sérieux, en sont tous conscients. Et Jean-Louis Debré referme le débat à sa façon. Je me demande si, après avoir eu la gauche caviar, on n'arrive pas à la gauche pétard. Rebelote en 2002, Olivier Besancenot, candidat du NPA, rouvre le débat.
Il y a 2 autres drogues loose qui sont légales actuellement dans ce pays, qui sont l'alcool et les cigarettes. On propose aujourd'hui de légaliser le cannabis. Suivi par Noël Mamère, le candidat écolo. A complètement criminalisé cette pratique des jeunes et qu'il faut sortir des tabous et sortir de l'hypocrisie. En face, Jean-Marie Le Pen et François Bayrou. Si on n'est pas capable d'affirmer une ligne, alors pourquoi voulez-vous que les jeunes s'y retrouvent? Pour de nombreux consommateurs de cannabis, elle n'est que l'antichambre de la consommation de drogue dite dure. Et à nouveau, en 2012, Cécile Duflot, alors ministre du Logement du gouvernement Hollande. On va l'écouter. C'est la position d'Europe Écologie Les Verts et que le cannabis, c'est comme l'alcool et le tabac, même régime. Rejointe par le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, sur France Inter. C'est quand même une question qui se pose sérieusement de savoir si nous ne pourrions pas lutter contre ces trafics en organisant par l'État la capacité, quand je vois en plus le million et les millions, c'est le journal que vous évoquiez aujourd'hui, de bobos qui, paraît-il, sont les mêmes qui font les commentaires, mais vont se servir dans ces proches banlieues. Mais le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, recadre son ministre et clôt le débat. Ce n'est pas la position ni du gouvernement, ni du président de la République, et cette position n'a pas changé. Caroline Janvier, un débat clos tout de suite à partir du moment où il émerge. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui risque de se passer avec votre rapport, alors même que les choses semblent quand même évoluer sur le terrain? Par exemple, un certain nombre d'élus, beaucoup d'élus, même conservateurs, d'élus de droite, par exemple le maire de Reims, Arnaud Robinet, disent qu'il faut légaliser, faire des expérimentations, ce que leur refuse en fait le ministre de l'Intérieur. On a en effet une évolution. On a un certain nombre de maires de droite, il y a une tribune de 3 maires LR qui vont dans ce sens. Une majorité de maires d'Île-de-France, là, toutes couleurs politiques confondues, qui sont favorables aussi à la légalisation. Alors que, par exemple, la candidate Valérie Pécresse, au régional en Île-de-France, nous dit que le trafic, la violence, que c'est la seule discussion qu'on peut avoir au sujet du cannabis. Voilà. Moi, ce que je souhaite, et ce à quoi je travaille, c'est qu'on ait ce débat-là en 2022. Comme je le disais, ça ne figurait pas au programme d'En Marche en 2017. On a fait ce rapport, on a fait plus de 130... Ça se compte en centaines d'heures, le travail qu'on a réalisé par rapport à ça. On a abouti à une forme de consensus transpartisan qui s'appuie là encore sur des données beaucoup plus récentes. On connaît de mieux en mieux à la fois les effets sur la santé et l'impact sur le plan de la sécurité. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura ce débat en 2022, qu'on l'aura de façon rationnelle et qu'on arrivera à sortir de la posture idéologique. C'est possible dans le contexte politique actuel ? Écoutez, il faut y croire, parce que sinon, on arrête de discuter. Oui, moi, je travaille actuellement, j'ai terminé l'écriture d'un livre sur la question qui sortira dans le cadre des éditions Point d'Orgue, qui sont en lien avec le mouvement En Marche et justement pour la préparation du programme. Donc je vais y travailler avec un certain nombre de collègues. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir un candidat, Emmanuel Macron, qui a d'abord défendu l'idée que la légalisation pouvait être envisagée et puis ensuite évolue sur une proposition extrêmement sécuritaire en ce moment, nous redire en 2022 qu'en fait, il faut légaliser ? Je sais pas ce que vous dira Emmanuel Macron en 2022. Encore une fois, moi, je peux juste vous parler de la position que je défends, qu'on défend au sein de la mission d'information et ce qu'on propose dans le cadre de ce rapport. La façon dont les candidats en 2022 s'en saisiront, nous verrons. Et la façon aussi dont ce débat continuera à être traité de façon aussi rationnelle par les médias, parce que je tiens quand même à vous dire que ça n'a pas toujours été le cas non plus. On a parfois une approche un peu... Et moi, quand je vois parfois la différence de couverture entre les problématiques qui sont liées à la consommation d'alcool et les problématiques qui sont liées à la consommation de cannabis, on n'a pas toujours un traitement très rationnel du sujet cannabis. Si on fait un tour un peu du monde, en tout cas d'Europe, sans même parler du Canada ou de l'Uruguay, on l'a dit, qui ont légalisé la production, la consommation et la détention de cannabis, de plus en plus d'États aux États-Unis qui font la légalisation pour le cannabis thérapeutique ou le cannabis récréatif. En Europe, par exemple, le Portugal a dépénalisé toutes les drogues. 9 États, je prends votre rapport de l'Union européenne, ont abandonné l'incrimination pénale ou en partie légalisé le cannabis, d'autres l'ont un peu vidé de sa substance, cette incrimination pénale. Donc on n'est plus dans cette politique répressive, même si de fait... Une forme de tolérance. Voilà, une forme de tolérance. Voilà. Quel est pour vous le bon exemple dans tous les exemples que vous citez dans le rapport, quel serait le bon exemple qui pourrait correspondre à une politique intelligente en matière de dépénalisation ou de légalisation ? Alors ce qu'on propose, c'est de créer un modèle français et qui soit
un intermédiaire entre un modèle trop régulé comme l'Uruguay, avec un monopole public, où là on voit que finalement la réglementation, le niveau de taxation décourage l'entreprise privée, et donc on a une offre légale qui ne parvient pas à concurrencer l'offre du marché noir, et donc qui ne parvient pas à assécher le marché noir. Et donc on a encore de la criminalité. On a un autre extrême qui est celui d'un certain nombre d'États américains, on cite notamment l'exemple du Colorado, où là on a une approche très commerciale, très libéralisée, où on a pas du coup littéralement du cannabis à tous les coins de rue. Et avec le risque que l'on connaît et qu'on l'a vu avec l'industrie du tabac, où on aurait une incitation finalement à la consommation. Ce que l'on souhaite évidemment, c'est donc plutôt sur un modèle canadien, c'est d'abord poursuivre des objectifs de santé publique qui sont aujourd'hui quasiment inexistants. On n'a pas de politique de santé publique en matière beaucoup de répression, pas de politique de santé publique. La seule réponse, c'est interdit, circuler, il n'y a rien à voir. Et que ceux qui sont en décrochage scolaire, qui sont avec des consommations problématiques, on ne s'en occupe pas. Et moi, je vous dis, pour discuter avec des associations qui luttent contre les addictions, les jeunes, aujourd'hui, hésitent à venir les voir parce qu'ils savent qu'ils risquent en réalité 1 an de prison en demandant une aide. Donc, ce que l'on souhaite, c'est mettre ce que je souhaite, c'est mettre la santé publique au cœur du modèle français, et donc avec un contrôle, une régulation, une traçabilité de la production à la mise en vente du cannabis, une vraie politique de santé publique pour reculer l'âge d'entrée en consommation, faire baisser la consommation des jeunes, et puis avoir des substances qui soient moins dangereuses que ce qu'on trouve aujourd'hui dans le marché noir, avec du cannabis de synthèse, avec du cannabis très dosé en THC, avec de la résine coupée à d'autres substances. Et donc, c'est finalement améliorer la santé et la sécurité avec une présence de l'État, mais qui ne soit pas trop importante. Dans votre rapport, vous abordez aussi la question du Portugal. Le Portugal, c'est quand même très près. C'est un pays européen, c'est très près à dépénaliser toutes les drogues. Alors c'est intéressant, vous dites d'ailleurs ils n'ont pas légalisé le cannabis, mais ils ont dépénalisé toutes les drogues. Il y a quelques pages sur le Portugal dans votre rapport. Est-ce que c'est pas finalement ça la solution? Plutôt que de parler tout de suite, là, uniquement de légalisation du cannabis, carrément passer à la dépénalisation de toutes les drogues. Ce qui est intéressant avec l'approche du Portugal, donc effectivement ça fait 20 ans, donc on a maintenant beaucoup de retours, c'est qu'effectivement ils ont cessé de considérer les consommateurs comme des criminels et ils les ont considérés comme des toxicomanes, comme des patients qu'il fallait accompagner. Et ça a donné des résultats puisque la consommation d'héroïne a été divisée par 2 et que la consommation de cannabis est 3 fois inférieure à la nôtre. Ce qui me paraît, pas forcément idéal comme solution, c'est qu'ils sont dans une espèce de situation intermédiaire un peu ambiguë, où en réalité, quand vous êtes en possession d'une consommation qui correspond, alors c'est plusieurs grammes, ça dépend en fonction des pays, la quantité de grammes considérée comme une consommation normale varie. Mais donc, si vous êtes arrêté avec une petite quantité, on va vous proposer plutôt un accompagnement. Mais si c'est une quantité trop importante, là, vous allez avoir un traitement qui va être effectivement de l'ordre pénal parce qu'on considère que vous participez au trafic. Vous pouvez consommer, mais en même temps, on n'a pas le droit de produire. Donc, on est dans une espèce de situation un petit peu ambiguë qui, en réalité, me paraît pas, en mesure de finalement réguler à la fois la production et donc ce qui est consommé, à la fois la façon dont c'est vendu, à qui c'est vendu. On a vraiment juste le volet sanitaire qui est intéressant, mais qui, à mon avis, n'est pas suffisant et pose tout un tas d'autres problématiques, et notamment la question de la production et de la distribution, et donc des réseaux criminels qui sont associés à ça. Caroline Janvier, je pose cette question. Est-ce que vous avez déjà fumé un joint? Oui, j'ai déjà consommé comme un Français sur 2. Et comme beaucoup de gens, évidemment, c'est aussi ça, l'hypocrisie, justement, dont vous parlez dans ce rapport et sur la position actuelle du gouvernement. J'ai une toute petite dernière question pour vous. Vous êtes député de la majorité. Vous avez parfois dans ce mandat fait valoir dans vos votes à l'Assemblée nationale votre distance avec les positions du gouvernement. On a un climat en ce moment extrêmement sécuritaire et ce débat sur les drogues l'illustre aussi. On a vu hier cette manifestation des policiers où le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est venu. On entre dans la campagne présidentielle de 2022 avec vraiment une offensive très sécuritaire, y compris du gouvernement. Est-ce que vous vous sentez à l'aise encore ? Sur la majorité des sujets des politiques publiques, parce que, le bilan de 4 ans de mandat, c'est autre chose qu'une ambiance et que, je dirais, un certain nombre d'événements ou de faits divers additionnés. Donc, sur le bilan et sur cette question sécuritaire. Sur ce qu'on fait depuis 4 ans, je suis en très grande majorité et je vote la très grande majorité des textes et
et des projets de loi sur lesquels nous travaillons. Sur les libertés publiques, notamment, vous avez montré des... Effectivement, moi, nuances. il y a 2 points sur lesquels je suis très vigilante et sur lesquels j'ai mes propres lignes rouges. C'est la question des libertés publiques, où je crois que c'est quelque chose, quel que soit le contexte sur lequel il faut qu'on ne transige jamais, parce que c'est des choses qu'on abandonne petit à petit, il est trop tard pour les recouvrer. Et la deuxième question, c'est effectivement sur la question du cordon sanitaire idéologique, au-delà du cordon sanitaire au moment du suffrage, avec le Rassemblement national. Et effectivement, je ne serai jamais d'accord pour aller chercher des idées, des termes de ce côté-là, parce que je considère que le combat, il est d'abord dans les idées, qu'une fois qu'on a perdu ce combat-là, quelque part, la personne qui l'incarne est presque secondaire par rapport à ça. Alors qu'on tourne cette émission, on vient d'apprendre là que l'ex-article 24 de la loi sécurité globale, vous aviez d'ailleurs montré que vous étiez en désaccord avec cet article, vient d'être censuré par le Conseil constitutionnel. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Caroline Janvier, députée LREM du Loiret. Vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage. À l'occasion de l'ouverture du procès Big Malion, Michel Deléan détaille cette affaire qui remonte à la campagne de 2012. Les prévenus, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, encore lui, sont soupçonnés d'avoir mis en place un système de fausses factures pour masquer l'explosion des dépenses de campagne. Plusieurs avocats veulent impliquer Jean-François Copé, qui a bénéficié d'un non-lieu. Toujours à propos de cette affaire, Antione Rouget a interrogé le président de l'ONG Transparency International France, Patrick Lefat. Celui-ci déplore que le mécanisme du contrôle des dépenses de campagne n'ait pas été repensé à la suite du scandale de mauvais augure avant une nouvelle campagne présidentielle qui s'ouvre en ce moment. Dan Israël, enfin, a enquêté sur l'association de défense animale L214. Passée de 12 salariés fin 2015 à 74 en 2021, elle fait vivre la vie dure à ses salariés. 2 cas sont soumis au prud'homme ce vendredi. Voilà, Alert Libre, c'est fini pour cette semaine. Merci à toute la rédaction d'Alert Libre, à notre équipe technique, Justine Mazoyer, Alexandre Huet, Jimmy Beaufils, Pierre Driot, Julien de Cognac et l'incroyable Martin Bessin. Ce week-end sur Mediapart, un entretien avec l'universitaire Jean-Numa Ducange, consacré au premier socialiste et à la question nationale, et avec Franck Gaudichaud, un retour en portrait sur l'élection de l'Assemblée constituante au Chili. C'est une des bonnes nouvelles de la semaine. Le documentaire de samedi, il est intitulé Traces noires. C'est une enquête sur la façon dont le transport maritime pollue en toute impunité. Mardi 25, on se retrouve et sur ce fauteuil, ce sera Valentine Auberti. Merci à vous, bonne soirée, prenez soin de vous.